Nouveau canapé. Nouveau canapé, mais ancien Boulux. Oui, on sait que tu es Boulux. On le sait. Bonjour à tous les amis, bienvenue donc dans ce nouveau canapé, nouveau décor, nouveau cadre et même nouveau style vestimentaire. Ils ont consommé des produits psychotropes, l'équipe de développement. J'ai compris la référence. Vous l'avez sans doute vu passer ces derniers jours, en tout cas si l'algorithme YouTube fait bien son taf, j'ai sorti une vidéo consacrée au doublage québécois de South Park, où j'en profite un petit peu pour parler du doublage français, dont tout le monde me demande de parler depuis des années. Entre parenthèses, vos retours sont super positifs et me vont droit au cœur, merci beaucoup. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour faire le fameux top 10 des épisodes de South Park. J'avais suggéré l'idée à la fin de mon top 10 des épisodes de Futurama et vous aviez aimé l'idée apparemment dans les commentaires, donc bah voilà, c'est l'occasion rêvée. Il faut savoir que South Park a une place assez particulière dans les séries que je regarde. Déjà, j'en regarde pas des masses des séries, et en plus, bah voilà, j'ai une histoire qui me lie un petit peu à South Park. Là, ça va être le petit moment story time. J'étais gamin, beaucoup trop jeune pour South Park, je devais avoir 9-10 ans, quelque chose comme ça. J'étais chez ma grand-mère et pour je ne sais plus quelle raison, on pouvait pas s'occuper de moi. Du coup, parce que je m'ennuyais, ma mère m'a amené au tabac presse du coin, qui était le seul commerce, et à chercher s'il y avait des cassettes vendues en kiosque. Vous vous souvenez peut-être, à une époque, il y avait des cassettes vidéo vendues dans les offices de presse. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert cette cassette authentique. Cette cassette de South Park avec les 2 premiers épisodes. C'était une collection Time Life vidéo et en plus c'était 19 francs. Donc ça a arrangé ma mère parce que c'était occupant et pas cher. Évidemment, elle a pas fait gaffe au fait que le premier épisode s'appelait Cartman a une sonde anale. Donc du coup, moi j'ai découvert ça du haut de mes 9-10 ans et j'étais en mode waouh! On peut dire des gros mots dans un dessin animé, mais c'est trop cool! Bon, évidemment, au bout d'un moment, j'ai commencé à connaître les répliques par cœur, comme tous les enfants qui regardent une cassette en boucle. Du coup, ma mère s'est demandé où est-ce que j'apprenais un tel langage, a compris que c'était South Park, m'a confisqué cette vidéo. Et puis, voilà, fin de Storytime. Après ça, j'ai pas eu beaucoup de contact avec South Park pendant assez longtemps. J'ai repris contact avec le film, qui m'a vraiment beaucoup plu, que j'ai vu là pour le coup quand j'avais 12 ans. Et puis quand est arrivé Internet, se sont développées des manières de télécharger les épisodes, faut dire les choses. À l'époque, la série était pas bien commercialisée en France. J'en profite d'ailleurs pour passer une salutation à feu le site South Park News, qui a été un grand lieu d'information et de discussion sur la série, avec son forum La Garçonnière. S'il y a des gens dans les commentaires qui ont fait partie de ce forum, qui ont connu Sakuragi, etc., n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Bref, avec Internet, j'ai redécouvert South Park, je me suis reconnecté à la série, j'ai redécouvert des dizaines et des dizaines d'épisodes, jusqu'à avoir rattrapé mon retard, et puis j'ai suivi pendant un temps la diffusion US en direct, avec des fansubs, et puis ensuite les épisodes quand ils étaient doublés, je surveillais la diffusion sur Game One. Enfin bon, je vous parle de tout ça, il y a un certain nombre de gens pour qui cette pratique ne parlera pas du tout. Et vous avez bien de la chance, d'ailleurs. Bref, trêve de blabla et trêve de 3615 My Life, il est temps d'aborder le top 11 de mes épisodes préférés de South Park. Et oui, j'ai dit 11 parce que j'ai triché, le numéro 1, voilà, je spoil, c'est pas vraiment un épisode, donc du coup, pour que tout le monde soit content, je fais un top 11, comme ça, il y a quand même 10 épisodes. Ceux qui voulaient un top 10 des épisodes ont quand même leurs 10 épisodes. Et puis voilà, tout le monde est content. De toute manière, voilà, si tout le monde est content, on est content. Je dis ça, mais jamais personne ne s'est plaint en commentaire de il manque un épisode ou je sais pas quoi. Vous vous rendrez assez vite compte qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes de saisons récentes. Je dois bien reconnaître que j'accroche moins aux saisons récentes, non pas qu'elles soient nulles, mais peut-être qu'elles sont un peu trop proches de l'actualité, de ce qui se passe là où les premières saisons sont un peu plus universelles et intemporelles. Et puis les saisons récentes mettent souvent en avant Randy, et je déteste Randy, mais on aura l'occasion d'en parler. Trêve de bilvesée, trêve de chichi, c'est parti pour le top 11 des épisodes de South Park. Et en numéro 11, on met Les armes, c'est rigolo. Les armes, c'est rigolo, c'est un très bon épisode pour commencer un top, me semble-t-il. C'est un épisode qui est globalement très apprécié, vous le verrez dans pas mal de tops. Et puis, il résume bien, je trouve, l'esprit South Park. Dans Les armes, c'est rigolo, Stan, Kyle, Cartman et Kenny se baladent dans une foire et découvrent un stand avec des armes, des katanas, des saïs, etc. Et ils se disent, ouais, trop cool, on va jouer au ninja. Et du coup, ils jouent au ninja. Ils jouent si bien au ninja que le style graphique change un petit peu pour un style typé manga. Je mets des grosses guillemets parce que putain, dire typé manga, c'est
Ah! Et donc à un moment ils vont se battre contre le professeur K.O, ils vont lui lancer un shuriken dans l'œil et puis là le jeu s'arrête, hein. On découvre que on a blessé un autre enfant et que si on découvre qu'ils ont les armes ils vont se faire engueuler. Mais d'un autre côté, on va pas laisser Butters avec l'œil crevé. J'aime beaucoup les armes, c'est rigolo, parce qu'ils résument, à mon goût, comme je l'ai dit, beaucoup de choses qui me plaisent dans South Park. D'abord, et c'est un truc à la con que je vais dire, mais c'est vrai, les enfants sont des enfants. Il y a, je trouve, pas mal d'épisodes, et notamment dans les saisons récentes, où les enfants de South Park, quels qu'ils soient, parlent comme des adultes. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que ce qui fait la force, selon moi, de South Park, c'est que les enfants sont des enfants, réagissent comme des enfants, et font des trucs d'enfants. Monsieur Marsh, qu'avez-vous à dire? Ce que j'ai à dire? Je dois entendre votre défense. J'ai 8 ans. Parfait, voilà une affaire rondement menée. Là, les armes, c'est rigolo, on est vraiment sur une innocence et une naïveté dans le maniement des armes, dans le fait d'imaginer les situations qu'on vit en tant que ninja. Il y a beaucoup de situations grotesques qui sont vraiment très très drôles. Les ruptures de ton aussi sont très bien marquées, notamment quand on passe d'un seul coup de l'univers manga à la réalité. Je trouve que ça marche très très bien. Un autre truc qui me fait beaucoup rire dans South Park, c'est l'amoncellement de trucs horribles qui arrivent à un bouc émissaire. Là, en l'occurrence, c'est Butters. D'abord, on veut pas jouer avec lui. Ensuite, il se prend un shuriken dans l'œil. On le déguise en chien pour qu'il aille chez le vétérinaire. Finalement, il arrive à l'hôpital, mais son déguisement de chien est trop bon et du coup, on le soigne pas et on l'amène chez le vétérinaire. Enfin bref, il y a un amoncellement d'emmerdes qui tombe sur la gueule de Butters. C'est toujours un plaisir. On va pas se mentir. Et puis, les armes, c'est rigolo, c'est aussi de l'idiotie de très très bas étage. C'est de l'humour très très bas de plafond. La chanson en japonais, on est sur de l'humour très très régressif. Et ça fait du bien, hein, de temps en temps, un petit peu d'humour régressif. Point trop n'en faut, et c'est aussi ça la force des meilleurs épisodes de South Park, de pas faire dans le tout régressif, ou alors d'en faire une force, comme dans l'histoire de Scotty McMurray-Vauburn. Mais de manière générale, le trip régressif, il faut bien le doser, et les armes, c'est rigolo, on a un parfait dosage d'après moi. Et puis en point bonus, c'est presque devenu ringard d'en parler parce que aujourd'hui c'est de plus en plus monnaie courante dans South Park, mais il y a un univers graphique différent. Personnellement, j'aime beaucoup quand South Park essaye des trucs. Des fois, c'est complètement raté, mais des fois, il y a des belles réussites. J'ai hésité assez longtemps à mettre Planète Gronibar dans ce top, parce qu'il me fait beaucoup rire, et parce que j'aime beaucoup l'hommage qui est fait à Métal Hurlant. Mais même au-delà de ça, il y a quelques petites tentatives d'images de synthèse, quelques petites tentatives d'effets, de perspectives, etc. Il y a des bonnes idées dans South Park. C'est toujours un plaisir de voir des idées visuelles dans South Park. En numéro 10, on retrouve le diptyque, État de trou du cul cynique et Chiasse Burger. État de trou du cul cynique ou comment les créateurs de South Park nous l'ont mis bien profond. Pour comprendre pourquoi l'épisode est dans ce top, il faut vraiment se remettre dans le contexte de sa diffusion. Je pense que quelqu'un qui binge-watch la série aujourd'hui ne comprendra absolument pas qu'est-ce que cet épisode a de particulier. On est en plein milieu de la diffusion de la saison 15. Une saison qui est plus ou moins unanimement reconnue comme une saison assez faible. Elle fait suite à la saison 14 qui était elle-même assez faible en dehors de quelques épisodes majeurs. C'était aussi le cas pour la 13, c'était aussi le cas pour la 12. Enfin bref, il y a un certain nombre de spectateurs qui ont exprimé une lassitude vis-à-vis des saisons récentes de South Park. Faut savoir qu'à ce moment-là, Trey Parker et Matt Stone, ils étaient à fond dans The Book of Mormon. Ils l'ont écrit, puis ils l'ont produit, puis ils l'ont promu. Donc tout ça prend du temps et je pense à mon avis que ça a un petit peu découlé sur la qualité des épisodes de ces saisons-là. Et donc là on arrive à la pause de mi-saison. J'imagine que ça parle plus à un certain nombre de gens, mais à une époque il y avait des pauses de mi-saison et South Park fonctionnait beaucoup comme ça avec 7 épisodes, puis une pause de mi-saison, puis 7 autres. Et donc juste avant la pause de mi-saison, épisode 7, État de trou du cul cynique. Dans cet épisode, Stan fête son 10e anniversaire et a l'impression autour de lui que tout devient merdique. Les films deviennent merdiques, la musique devient merdique et même quand les gens lui parlent, il a l'impression qu'ils lui disent de la merde. D'après le médecin, c'est donc un état de trou du cul cynique. Et en parallèle de ça, en intrigue B, j'ai envie de dire, il y a Randy qui se dispute avec Sharon parce qu'il essaye de rester dans le coup en faisant de la musique de jeunes et Sharon ne le suit pas et bon bref, on a déjà vu ce schéma 1000 fois. Et justement, c'est là que South Park m'a pris par surprise. J'adore quand South Park me prend par surprise avec une scène folle.
Une scène très premier degré où Randy explique à Sharon qu'il reproduit en boucle les mêmes erreurs parce qu'il est malheureux et où Sharon admet qu'elle l'est aussi, qu'elle a l'impression de tourner en boucle et qu'elle se demande combien de temps elle va encore pouvoir tenir. Chaque semaine, on dirait que c'est la même histoire tournée différemment, mais au final, je m'aperçois que c'est de plus en plus n'importe quoi. Venez, petit calbut, on va vous rendre la liberté. Oui, parce qu'il y avait une intrigue C avec des gnomes voleurs de slip adultes qui veulent sauver des slips. Enfin bref. Ils admettent qu'ils ont du mal à supporter tous les deux et qu'ils n'aiment plus ce qu'ils font ensemble. Les gens vieillissent tous, Randy. Et puis ils se séparent. Alors là, n'importe quelle personne équipée d'une moitié de cerveau comprendra que les créateurs de South Park parlent d'eux et parlent de la série. Et c'est fait pour. On reproche parfois à certains spectateurs, à certains vidéastes de suranalyser certains trucs. Bon, mais là, c'est quand même assez évident et j'ai l'impression quand même que c'est fait en sorte que tout le monde comprenne. Et du coup, la fin de l'épisode, elle est vachement troublante. Stan déménage, Kyle et Cartman se rapprochent et la série semble nous dire « les choses vont changer ». Et croyez-moi, un message comme ça, direct des créateurs, juste avant la pause de mi-saison, waouh quoi! Waouh! Il a fallu le digérer cet épisode. Et l'épisode de reprise, l'épisode 8, a été très très attendu. 4 mois plus tard, 4 mois après la diffusion de État de trou du cul cynique, voilà la suite, Cheeseburger. L'épisode reprend plus ou moins là où État de trou du cul cynique nous avait laissé, donc à savoir un Stan déprimé qui a déménagé chez sa mère, qui va à l'école et qui broie du noir, et qui suit un peu de loin l'intrigue B, à savoir une histoire d'Asperger que Cartman a confondu avec Asburger, et donc ils vendent des burgers, enfin... L'intrigue B en soi n'a pas beaucoup d'importance, n'a pas beaucoup d'intérêt. L'intrigue A non plus d'ailleurs, en gros, on diagnostique à Stan un Asperger et du coup il se retrouve chez des gens qui voient le monde tel qu'il est, bref. Toujours est-il qu'il y a un grand moment de bravoure dans l'épisode, un moment où Stan admet que, oui, quand on vieillit, les choses changent. Le titre original de État de trou du cul cynique, c'est You're Getting Old, tu vieillis. Et à la fin de cet épisode-là, Stan admet qu'il vieillit. Il admet que parfois, les choses doivent évoluer, que ses parents ne se remettront sans doute jamais ensemble, qu'il se fera peut-être des nouveaux amis, bref, que les choses peuvent être amenées à changer et que c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vrai que rien sera plus comme avant, mais au moins ce sera nouveau. Et toutes ces choses vont me permettre de continuer à avancer. Pour la première fois depuis longtemps. Je trouve que la vie est belle. Bref, ce morceau de bravoure-là, il confirme cette volonté de changement que les créateurs avaient déjà exprimée à la fin de la mi-saison. Jusqu'à ce que... Stan monte dans le camion, Stan, maman et moi, on va se remettre ensemble. Quoi? What the fuck? Tout le monde vieillit, Stanley. Et plus tu vieillis, plus tu prends conscience que la meilleure des choses à faire, c'est de garder ce que tu connais. Moi je regardais l'épisode, j'étais en mode allez-en. Ils se sont bien foutus de ma gueule et en même temps c'est la droite lignée de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Il y a plein d'épisodes chocs dont j'ai suivi la diffusion avec appréhension, anxiété, où j'étais en mode waouh, c'est incroyable ce qui se passe là en ce moment. J'aurais pu vous parler de Cartoon Wars, j'aurais pu vous parler d'Imagination Land, j'aurais pu vous parler de plusieurs diptyques, mais celui-là, en fait, dans cet épisode, les créateurs nous rappellent qu'ils font exactement et précisément ce qu'ils veulent. Et s'ils ont envie de ne rien changer, de continuer de faire ce qui les fait marrer, eh ben ils le feront et ils nous emmerdent. Pour le meilleur et pour le pire. Peut-être qu'il y aura des épisodes plus faibles, peut-être qu'il y aura des épisodes plus forts. On verra, mais de toute manière, on fait précisément ce qui nous plaît et... je trouve ça assez admirable en fait. C'est un peu masochiste, je m'en rends compte en parlant face caméra, mais j'aime bien quand les créateurs de South Park me disent d'aller me faire voir. Après en soi, je trouve le discours un peu hypocrite, parce qu'ils se moquent de ceux qui ont vu leur message dans You're Getting Old et dans Cheeseburger, mais il n'empêche que dans les épisodes qui ont suivi, South Park a changé en profondeur. Il y a eu une saison avec une intrigue filée tout le long, puis il y a eu une saison où c'était carrément le plot étalé sur toute une saison. Il y a eu des changements même de message dans l'apparition du principal PC,
qui a servi à traiter énormément de sujets, mais où il est finalement resté, hein, ça n'a pas été le running gag d'un épisode ni même d'une saison. Aujourd'hui, le principal PC est un personnage à part entière de South Park. Il y a eu la saison 23 où Stan déménage vraiment, où donc tout le côté foutage de gueule de ce diptyque en mode « Ah, on déménage, en fait non, on remménage », ben il est devenu plus ou moins caduque avec cette saison-là. Et puis il y a eu les 2 Pandemic Special suivis des 2 films Paramount qui met très sérieusement en péril l'amitié des 4 copains. Donc bon, il y a un côté, je dis que je le ferai pas, mais en fait je le fais quand même, qui peut prêter à râler, on va dire. Et en même temps, bon ben, ils ont dit, on fait ce qu'on veut, et peut-être qu'ils ont fini par se rendre compte que ça pouvait tirer la série vers le haut. Je pense en l'occurrence que ça a tiré la série vers le haut, de faire quelques modifications en profondeur de l'ADN de la série. Au final, cet épisode, c'est à la fois un doigt d'honneur, à la fois une pierre angulaire en mode augure des changements qui vont s'opérer dans la série. C'est un double épisode très intéressant. Et il me plaît beaucoup. Le numéro 9, c'est Les chants de Noël de Monsieur Hanky. Bon alors la présence de cet épisode dans le top se résume à un truc très simple. J'adore les chansons de South Park. Je les adore toutes. Monsieur Hanky, caca Noël, copain qui vient des intestins, va sur le trône et tu verras, pousse un peu, il sortira, le voilà, il est tout chaud, te salue par un howdy ho, car lui qui vient de l'intérieur a vu l'amour dans ton cœur. Mettez les guirlandes, allumez le sapin, la damnation peut attendre demain, car aujourd'hui, grande première, c'est Noël en enfer. C'est pas nouveau, hein, mais Trey Parker et Matt Stone, c'est d'excellents compositeurs et paroliers. Je vous invite à regarder Cannibal the Musical, leur premier film qui était une comédie musicale, d'écouter les chansons du film, hein, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, à écouter évidemment les chansons de Team America, Police du Monde, hein, dont America Fuck Yeah, que vous connaissez sans doute sans même savoir que ça vient de Team America, mais surtout The Book of Mormon, quoi. The Book of Mormon, voyez, enfin écoutez, voyez si vous avez l'occasion de passer par miracle dans un pays où il passe, mais bref, découvrez The Book of Mormon. The Book of Mormon, une comédie musicale donc de 2 mormons qui, pour parachever un petit peu leur parcours initiatique de mormons, doivent prêcher la bonne nouvelle dans un pays étranger. Et pas de bol, là, on va suivre 2 mormons qui doivent prêcher en Ouganda, qui est ravagé par le sida et où donc ils ont un petit peu d'autres choses à gérer que le mormonisme. C'est drôle, c'est entraînant, c'est bien rythmé, c'est bien composé. Le compositeur, c'est le gars qui a fait Avenue Q et qui a fait La Reine des Neiges derrière, donc il connaît son taf. Il a gagné plein de Tony Awards, enfin bref, voyez The Book of Mormon. Enfin, découvrez The Book of Mormon. Écoutez Prenez connaissance de The Book of Mormon. Donc voilà, concernant l'épisode en question, hein, vous avez vu plusieurs extraits dans mon top de mes chansons préférées. Il y en a d'autres qui sont très bien. Je vais pas diffuser trop d'extraits parce qu'il y a un album, et qui dit album dans le commerce dit extrait copyrighté très vite et striké et vidéo démonétisée et non. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder cet épisode qui est de toute beauté. Numéro 8. La Passion du Juif. Ah là là, qu'est-ce qui est bien cet épisode. La Passion du Juif, c'est donc le 3e épisode de la saison 8. Une saison qui a distillé dans ses premiers épisodes que Cartman avait vu La Passion du Christ et qu'il avait surkiffé. Pour ceux qui ne voient pas de quoi il s'agit, hein, La Passion du Christ, c'est un film de Mel Gibson très violent qui retrace les dernières heures de souffrance de la vie du Christ. Il a beaucoup fait parler de lui à l'époque. Si le sujet vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la vidéo de cinéma et politique consacrée au sujet. Oh non, Mr. Fox, pas de la politique. Dans La Passion du Juif, Kyle se résout finalement à voir le film de Mel Gibson qui évidemment le trouble beaucoup et le fait remettre en question sa foi. Une remise en question dont va se délecter Cartman qui va y voir la preuve que Mel Gibson a bien réalisé un film prophétique et qui donc se met en quête d'exterminer le peuple juif, hein, tout simplement.
Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Ce que je trouve très intéressant dans l'épisode, en dehors du fait qu'il soit très drôle, il y a énormément de bonnes vannes dans cet épisode, ajouté au fait que Cartman en Hitler, on a envie de voir ça depuis 8 saisons. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le discours de Trey Parker et Matt Stone sur ce film, qui est que oui, on peut le voir de manière habitée, on peut l'interpréter comme quelque chose de haineux, et encore une fois, la vidéo de Cinéma et Politique en parle très bien, mais la manière la plus évidente de voir le film, d'après Trey Parker et Matt Stone, c'est quand même que c'est une merde, le film. Peut-être que ça vaut pas vraiment le coup de s'étriper et de se débattre à la gueule pendant des heures et des heures pour un film qui a un intérêt cinématographique limité. Et bien évidemment, c'est aussi ce qui rend l'épisode si drôle, Trey Parker et Matt Stone poussent le message à fond en faisant de Mel Gibson un masochiste scatophile et renvoient aux spectateurs qui voient en La Passion du Christ un film habité l'image qu'ils ont eux de Mel Gibson, à savoir un gros con, tout simplement. Numéro 7. Scott Tenorman doit mourir. À l'époque de Feu South Park News et de La Garçonnière, il y avait régulièrement des concours d'épisodes, top d'épisodes. Quel est selon vous le meilleur épisode? Et celui qui revenait régulièrement en numéro 1, c'était Scott Tenorman doit mourir. On retrouve des trucs que j'ai déjà évoqués pour Les Armes c'est rigolo, à savoir la naïveté des enfants, donc Cartman qui ne sait pas du tout ce que c'est la puberté, qui est prêt à croire qu'on peut devenir pubère en achetant des poils et qui est prêt à croire qu'il existe une foire aux poils. Donc on a aussi le côté montagne d'emmerdement qui tombe sur la gueule d'un bouc émissaire, en l'occurrence Cartman lui-même. Mais ce qui est aussi complètement jouissif dans cet épisode, c'est de voir la métamorphose inattendue, il faut le dire, de Cartman, de victime à bourreau. Cartman, c'est définitivement le personnage le plus populaire de la série. Dieu merci, plus que Randy à l'heure actuelle, mais pour combien de temps? Cartman, il est toujours bourré d'idées brillamment stupides, il n'y a pas d'autre mot. Le plan de la fée des dents, les comptines du singe batteur, le fait de gagner à nouveau la guerre de sécession. Mais là, c'est vraiment l'épisode où on découvre Cartman, le génie du mal. Et c'est un petit peu l'épisode où le personnage de Cartman va se métamorphoser et cesser d'être juste un con. Parce que c'est comme ça qu'il était perçu jusqu'à maintenant. Cartman était littéralement un gros con. Et avec Scott Tenorman doit mourir, on commence à voir le génie diabolique de Cartman qui va ensuite se développer avec des trucs genre Cartmanland, les rouquins, Cartoon Wars, il y a plein d'épisodes qui montrent que Cartman est un vrai génie du mal et je pense que Scott Tenorman doit mourir, c'est vraiment le pivot et c'est le meilleur pivot de la Terre, il y a plein de bonnes vannes, voilà. Je comprends qu'il ait été toujours, encore, régulièrement au fil des années, considéré comme le meilleur épisode et pour moi aussi, c'est un des meilleurs. En numéro 6, Jamais sans mon anus. Et mine de rien, ça recoupe avec ce que je disais tout à l'heure, à savoir, j'adore quand les créateurs de la série me font des doigts d'honneur. Alors encore une fois, une petite remise en contexte s'impose. Jamais sans mon anus, c'est le premier épisode de la saison 2, et la saison 1 s'était terminée sur un gigantesque cliffhanger, qui est le père d'Eric Cartman. Un cliffhanger qui se moquait un petit peu, j'ai l'impression, mais peut-être je surinterprète, du cliffhanger de fin de saison des Simpsons, avec qui a tiré sur Monsieur Burns. Et donc, premier épisode de la saison 2, plutôt que de nous dire qui est le père d'Eric Cartman, nique sa mère, voici plutôt un téléfilm avec Terrence et Philippe. Bon, mais à part ce côté troll, qu'est-ce qui me plaît tant que ça dans l'épisode? Les Canadiens. Moi, j'adore les Canadiens. D'abord, je suis un gros fan de leur jeu. J'adore aussi leur répartie, notamment la répartie de Terrence et Philippe. Ils sont très francs du collier. Oh mon Dieu, t'es encore plus moche que d'habitude, Bob le Moche. Pourquoi tu dis ça? C'est pas gentil. Parce que t'es d'une laideur incroyable, Bob le Moche. Ah mais je sais, mais... On s'en fout, Bob. T'as la gueule de quelqu'un qui a essayé d'éteindre un incendie de forêt avec un tournevis. Et je peux pas changer ma figure. En plus, c'est pas ce qu'on voit à l'extérieur qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Non, pas du tout. Gamin, ça me faisait hurler de rire et ça continue aujourd'hui à me faire hurler de rire. Ils ont une dynamique en fait qui me fait un petit peu penser à celle d'Eric et Ramsey, mais là, ça n'engage que moi. Non, et puis voilà, cette intrigue à base de Saddam Hussein qui veut dominer le monde en passant par le Canada, Céline Dion, Bob le Moche, juste Bob le Moche, il y a un perso qui s'appelle Bob le Moche, quoi. Ce serait un épisode avec uniquement Bob le Moche et où on ferait que dire son nom, il serait quand même dans le top 11 parce que c'est incroyable ce nom. Bob le Moche. Céline Dion, qu'as-tu fait? Je voulais fonder une famille avec toi, mais il a fallu que tu couches avec Bob le Moche. Numéro 5. Servietsky.
Alors encore un épisode avec un méta-discours où les créateurs s'adressent directement à nous via le personnage de Servietsky. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, les créateurs sont plusieurs fois exprimés sur Servietsky. C'est la matérialisation de leur ras-le-bol du merchandising à outrance autour des personnages de la série. Ils se sont donc fixé le défi de faire un personnage complètement nul, avec des catchphrases qui seraient merchandisables à outrance, jusqu'à faire donc un faux spot de pub dans l'épisode avec le t-shirt Je hais Servietsky et le t-shirt J'adore Servietsky, tout en laissant le personnage complètement creux et vide, juste un stoner, et le mettre au cœur d'un complot dont tout le monde se branle. Il y a aussi ça qui me fait beaucoup rire dans l'épisode, le fait que tout le monde se branle de cette histoire-là. Les enfants, ils veulent juste jouer à leur console de jeu, et ils passent complètement à côté de leur aventure qui ne les intéresse vraiment pas. Et c'est d'autant plus dommage ou bien joué, au choix, hein, que l'épisode est plutôt bien construit. L'épisode est bien rythmé, il y a une intrigue qui suit, il y a un grand méchant, il y a des scènes d'action, des scènes intenses, etc. C'est construit comme un vrai film d'action et ça rend d'autant plus risible toute cette histoire de serviette créée par les extraterrestres et recherchée par les militaires, etc. Et ça rend aussi d'autant plus risible le je m'en foutisme des personnages. En bref, Servietsky, c'est un film d'action à la con, avec des enfants au milieu qui veulent juste jouer à une sorte de morph entre Mortal Kombat et Clay Fighter. Enfin, moi, ça me fait penser à Clay Fighter First 4 Blood, mais ça n'engage que moi. Numéro 4. Un autre diptyque, 200 et 201. Je vous ai dit tout à l'heure que la saison 14 était plutôt considérée comme une saison faiblarde, mais il y a eu les épisodes 200 et 201. Les deux seuls épisodes à ne jamais avoir été doublés en VF, parce que jamais diffusés, parce que jamais édités en DVD. Et la plus grande frustration de William Corrin, même encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, il continue de dire en interview « Je suis dégoûté de ne pas avoir doublé ces deux épisodes ». 200 et 201, comme leur nom l'indique, sont les 200 et 201e épisodes de South Park. On s'attendait à quelque chose d'un petit peu épique pour cet épisode, mais je m'attendais vraiment pas à ce qui pousse tous les potards aussi loin, quoi. Parce qu'en gros, cet épisode, c'est South Park versus The World. C'est toutes les célébrités qui ont été parodiées dans South Park, qui en ont plein de cul que South Park se fout de leur gueule, et qui essayent de se rendre intouchables en récupérant l'aura d'invulnérabilité de Mahomet, le prophète de la religion musulmane, qui ne peut pas apparaître dans South Park. Long story, on va y venir. Donc Stan, Kyle et Kenny essayent de convaincre les super meilleurs potes de leur laisser Mahomet, histoire de le faire apparaître pour faire plaisir aux célébrités. Pendant que Eric Cartman accompagne une star qui fait partie des stars parodiées, etc., Jennifer Lopez. Long story là encore. Alors que de son côté, Eric Cartman va rechercher à nouveau des réponses sur qui est son père. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais donc là, on parle d'une intrigue de la saison 1. Hein. Pour cela, il va confronter Monsieur Garrison et son acolyte marionnette Monsieur Toc, qui n'était pas réapparu depuis Mathusalem. Et alors que de leur côté, les rouquins essayent aussi de récupérer le gène d'invulnérabilité de Mahomet, encore une fois, long story, on découvre que toute la machinerie autour de l'identité du père d'Eric Cartman a été orchestrée par Scott Tenorman. Je pense qu'avec tous les petits apartés que j'ai fait en vous expliquant le synopsis, vous comprendrez de quoi il est question. En fait, 200 et 201, c'est juste un gigantesque nerdgasme de tout fan de South Park. Il y a des séries qui, pour flatter un petit peu le spectateur, récompensent son assiduité à certains épisodes en faisant des références cachées de ci de là. Mais là, avec 200 et 201, on est au niveau ultime. C'est la rencontre ultime de toutes les meilleures sous-intrigues de South Park. À vrai dire, il manque juste Satan et Saddam Hussein pour que le tableau soit complet. Il y a plein de moments clés de South Park dans cette histoire. Bon, il y a qui est le père d'Eric Cartman qui était le plot twist de fin de saison. Il y a Scott Tenorman doit mourir qui est considéré comme le meilleur épisode. Il y a les rouquins, il y a Tom Cruise dont l'épisode avait fait polémique aussi parce que ça parlait de la scientologie, etc. On n'a pas le temps. C'est le retour de Mecha Barbara Streisand. Long story. Et puis il y a toute l'histoire de Mahomet, parce que du coup, pour vous expliquer brièvement, dans la saison 10, ils avaient fait le diptyque Cartoon Wars en réaction aux caricaturistes danois qui avaient subi des attentats par des intégristes islamistes. Trey Parker et Matt Stone, eux, ils défendaient le droit de montrer Mahomet comme on montre Jésus, Krishna ou Bouddha. D'ailleurs, ils l'avaient déjà montré sans que ça pose souci dans Les Super Meilleurs Potes, un épisode qui n'est toujours pas dispo dans les replays de Prime Video. Et du coup, la première partie de
de Cartoon Wars se terminait un peu comme un défi à la chaîne Comédie Centrale en disant est-ce que vous oserez diffuser la deuxième partie dans laquelle on voit Mahomet? Et ben ils avaient diffusé la deuxième partie mais sans l'image de Mahomet et il y avait un panneau indiquant que Comédie Centrale n'avait pas voulu diffuser l'image de Mahomet. Ce qui est con parce que encore une fois Mahomet était déjà apparu dans les Super Meilleurs Potes sans que ça pose problème. Et d'ailleurs voilà, rétrospectivement les Super Meilleurs Potes est devenu un épisode persona non grata des sites de streaming. Et du coup, dans 200 et 201, Trey Parker et Matt Stone se moquent de ça justement en expliquant que bon bah Mahomet il était déjà apparu dans la ligue des super meilleurs potes sans que ça pose problème. Et du coup ils y retournent, sauf que cette fois ça pose problème. Bref, les créateurs de South Park se moquent un petit peu de cette polémique, reviennent un petit peu dessus, redéfient Comédie Centrale, puisqu'en l'occurrence là à nouveau il y a ce cliffhanger en mode est-ce qu'on va montrer Mahomet ou pas. Encore une fois, Comédie Centrale n'a pas montré Mahomet. En résumé, 200 et 201, c'est la synthèse de tout ce qui a fait le succès et la force de South Park au fil des années. Une récompense à l'assiduité des fans et une ambitieuse rencontre et résolution de plein de sous-intrigues de la série. En résumé, 200 et 201 sont à South Park ce que la vidéo des 10 ans est au JDG. Et en plus, c'est bien écrit. C'est bien écrit et ça délivre un message fort. Un message qui, au moment de la diffusion, a été intégralement bipé, à tel point que beaucoup de spectateurs ont cru que c'était un gag, justement. Sauf que les créateurs de South Park, qui sont des petits filous, ont fait fuiter, mine de rien, innocemment et négligemment, la version intégrale, qui est maintenant disponible sur la toile. De ci, de là, vous la trouverez. Enfin, vous la trouverez si vous trouverez les épisodes 200 et 201, parce que, du coup, ils sont dispo sur aucun service de streaming, justement parce que... c'est trop touchy. C'est dommage du coup parce que on se prive à cause de cette histoire de ce qui est, selon moi, le meilleur diptyque de la série South Park. Avant d'entamer le top 3, j'aimerais revenir un petit peu sur quelque chose que j'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo. Non, je n'aime pas Randy, je n'aime pas le personnage de Randy, et le fait qu'il soit omniprésent dans les saisons récentes participe sans doute au fait que j'aime pas trop les saisons récentes. En fait, j'ai l'impression que les créateurs abandonnent les enfants au profit de Randy, peut-être parce qu'ils se reconnaissent plus dans le personnage de Randy que dans les personnages des 4 enfants turbulents et innocents. Le problème c'est que Randy est un gros con. Mais pas un gros con comme Cartman, pas un gros con comme Stan, pas un gros con comme Garrison. Randy fait des conneries, prend des décisions mauvaises, fait preuve d'énormément de mauvaise foi, met en danger l'intégrité de sa famille, il agit de manière complètement inconséquente, inconsciente, se moque éperdument des répercussions de ses actes, mais surtout, et c'est là que le bât blesse selon moi, Randy n'est jamais puni, ni factuellement, ni symboliquement, il ne tire jamais de leçon de ce qui lui arrive. Vous savez, dans les premières saisons de South Park, Kyle il débarquait souvent pour dire « j'ai appris un truc aujourd'hui ». Randy n'apprend rien. Randy n'apprend jamais de ses erreurs. Randy même est parfois récompensé pour avoir merdé, ça me rend barge quoi. C'est-à-dire que quand Cartman fait les pires horreurs, bon déjà lui, ça part dans des niveaux tellement stratosphériques qu'on l'a vu, il se prend même pour Hitler à un moment, mais surtout, à chaque fois, ça lui retombe sur la gueule. Et même s'il tire pas à proprement parler de leçons, parce que bon, on revient toujours au statu quo à la fin d'un épisode de South Park, ou quasiment, il n'empêche qu'il est puni pour ce qu'il a fait. Le meilleur exemple de ça, c'est Cartman Land, où vraiment, il se comporte comme un connard pendant tout l'épisode, et puis, le karma fait que ça lui retombe sur le coin de la gueule à la fin. Cartman est considéré par la série comme un personnage amoral, sociopathe, manipulateur, et il en paye le prix. Il est mal considéré par les autres enfants, il a une mauvaise image auprès des autres, ses actions sont pointées du doigt comme problématiques, et même si son côté sans limite a pu séduire certains spectateurs, ça reste souvent un personnage antipathique qu'on se plaît à voir échouer. Randy, à l'inverse, c'est juste un ignoble sac à merde qui prend des décisions horribles qui rendent sa famille malheureuse, mais lui est héroïsé. Et on a eu des saisons entières où on voit Stan sombrer dans le désespoir, Sharon payer le prix des conneries de son mari, et même des gens mourir, sans que Randy ne soit jamais pointé du doigt comme une mauvaise personne par la série. Moi, ça me gêne énormément que le personnage de Randy soit héroïsé, alors que c'est un gros connard qui n'a absolument rien de positif, que des gens s'identifient à Randy, et soient fiers d'être des Randy. Je sais pas, moi ça me pose problème. Alors voilà,
Si vous avez des réflexions à partager sur le sujet, n'hésitez pas à le faire en commentaire parce que ça m'intéresse de savoir si je suis le seul à avoir ce sentiment vis-à-vis de Randy. Et surtout, si je suis le seul que ça gêne. Voilà, c'est la fin de la petite leçon de morale à la Kyle. Passons un petit peu aux 3 meilleurs épisodes de South Park. Le numéro 3, c'est Kenny se meurt. Décidément, j'aime beaucoup quand les créateurs de South Park se foutent de ma gueule. Je dois vraiment avoir quelque chose de masochiste avec South Park. Mais pas suffisamment masochiste pour aimer les épisodes de Randy. Allez comprendre la logique. Kenny se meurt, c'est la réponse ultime des créateurs de la série au running gag de Kenny qui meurt à chaque épisode. Comme ils en avaient marre de ce truc, ils se sont dit on va tuer Kenny définitivement. Et pour ça, on va faire un épisode où il meurt, mais où il meurt premier degré. Et du coup, voilà, dans cet épisode, Kyle, Stan et Cartman apprennent que Kenny est gravement malade et qu'il va mourir. Et cet épisode... c'est fou, mais rien que d'y repenser, il me fait chialer cet épisode. C'est incroyable qu'un tel tirage de langue aux spectateurs soit à ce point réussi. Les créateurs de South Park l'ont fait plusieurs fois, le côté larmoyant. Peut-être pour voir simplement s'ils en étaient capables, peut-être parce que ça leur plaît de d'écrire ce genre de choses et qu'ils n'ont pas suffisamment l'occasion de le faire dans South Park. Des fois, c'est complètement raté. Pour moi, la Coupe Stanley, qui est un épisode vraiment premier degré, qui se termine dans le sang et les larmes, pour moi, il est complètement raté. Il passe complètement à côté de son idée. C'était beau de le tenter, mais ça passe complètement à côté de son idée. Et puis, il y a Kenny se meurt. Et Kenny se meurt, la fin me fait chialer, c'est terrible, mais c'est incroyable que ce personnage que j'ai vu mourir tant de fois, au final, sa vraie mort, ils aient réussi à la canoniser avec autant de brio. C'est le genre d'épisode qui nous rappelle que les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, sont pas seulement des bons provocateurs ou des bons scatologues, si je puis dire. Vraiment, Trey Parker et Matt Stone, c'est des bons auteurs. C'est des bons auteurs et Kenny se meurt, c'est la preuve que s'ils veulent nous faire chialer, ils peuvent. Même avec quelque chose de complètement con. Numéro 2, le Noël des petits animaux de la forêt. Cet épisode, c'est le meilleur! C'est le meilleur! Le Noël des petits animaux de la forêt, c'est donc un conte de Noël, et avec toute la forme nécessaire du conte de Noël, avec une voix off rimée à la Dr Seuss, qui est interprétée en VF par Michel Papineski, la voix de Robin Williams, et ça lui donne une chaleur. C'est pas une voix habituelle de la série, donc ça donne une couleur toute particulière à cet épisode. La petite cité dans la montagne, perdue, pour le jour de Noël, avait paré ses rues, et tous les habitants faisaient la queue longtemps pour acheter des cadeaux pour les petits et les grands. Et donc c'est un conte de Noël qui raconte l'histoire de plein de petits animaux trop mignons de la forêt qui aimeraient faire un beau sapin, une belle crèche pour donner naissance à leur sauveur qui naîtra le jour de Noël. Mais hélas, un vilain puma chaque année dévore le sauveur et du coup ils ont besoin de l'aide d'un humain, d'un jeune garçon au bonnet rouge et bleu, le brave Stan Marsh qui ne comprend comme d'habitude pas trop qu'est-ce qui lui arrive et qui se laisse un petit peu porté par les événements, mais qui va quand même tuer la maman Puma et aider les petits animaux de la forêt à avoir leur Noël. Sauf que, et là, si vous n'avez pas vu l'épisode, vraiment zappez au numéro suivant, je vous le demande sincèrement, si je vous spoil ça alors que vous n'avez pas vu l'épisode, c'est de la merde, donc vraiment, allez, du balai, c'est bon? Bon, bref. Il a réussi! Les animaux de la forêt vont enfin avoir leur Noël! Gloire à Satan! Gloire à Satan! Non, attendez, quoi? Sauf que les petits animaux de la forêt sont en réalité des créatures satanistes, complètement assoiffées de violence et de sang, et qui veulent donner naissance non pas à leur sauveur, mais à l'Antéchrist. Yes I. Stan va donc devoir réparer ces conneries, pendant que de leur côté, les petits animaux de la forêt essayent d'obtenir l'aide d'un autre enfant, Kyle. Et puis donc il y a les 3 dernières minutes qui sont à pleurer de rire puisqu'il révèle toute la supercherie. Je vais pas en parler parce que si vous avez pas vu l'épisode, bon voyez-le.
Et si vous avez vu l'épisode, vous savez très bien, c'est même pas la peine que je l'évoque. Donc voilà, bah, cet épisode-là, c'est vraiment mon préféré de vrai. Hein. Comme je l'ai dit, il y a toute cette couleur particulière du conte de Noël. Bon, j'ai parlé de Michel Papineschi qui donne un petit peu ce côté, voilà. Mais il y a aussi cette voix d'enfant non identifiée. J'avais demandé à Alexis Thomasian quand je l'avais interviewé, il m'a dit qu'il savait pas de qui il s'agissait. Mais voilà, il y a un enfant, probablement un enfant d'un membre de l'équipe VF, qui a doublé plusieurs personnages dans cette saison 8, notamment le fils de Michael Jefferson, et qui ici double les petits pumas et qui donc parle avec une voix d'enfant, une vraie voix de vrai enfant, et c'est trop choupi, c'est trop mignon, et du coup ça donne un sel tout particulier à certaines répliques, dont celle-ci qui est pour moi la réplique la plus drôle de South Park. Je vous demande pardon d'avoir tué votre mère, l'écureuil m'avait dit qu'elle était méchante. Vous faire avoir par un écureuil? Dites, vous n'êtes pas très malin, monsieur. Le contraste évident entre la joie et la gaieté et la bonne humeur du narrateur et Stan qui s'en bat les roustons d'être ici. Bien sûr, je vous bâtirai une crèche, dit-il avec gaieté. Il fit un clin d'œil à ses amis et bondit à leur côté. L'épisode est bourré de bonnes idées, la VF est bourrée de bonnes idées. En plus, comme je l'ai dit, elle est rimée, donc ça marche très bien, ça donne vraiment un côté conte de Noël très enjoué. Enfin, c'est tout cet ensemble de petites choses qui font de le Noël des petits animaux de la forêt, mon épisode préféré de South Park. Mais bon, voilà, si j'ai dit qu'il était numéro 2, c'est parce qu'il y a un numéro 1 qui n'est pas un épisode, parce que ce numéro 1, c'est South Park, le film. Plus grand, plus long et pas coupé. Je vais pas parler énormément du film parce que j'ai fait une autre vidéo sur le sujet, les films tirés de séries. Toute ma conclusion parle de South Park, le film, donc je vous y renvoie si vous voulez plus de détails sur qu'est-ce qui fait de South Park le film, le meilleur film tiré de série. Maintenant, pourquoi c'est le meilleur épisode de South Park? Eh ben, c'est parce que pour moi, c'est toutes les forces de South Park magnifiées. C'est-à-dire que les vannes sont bien trouvées, les personnages sont hilarants, ils ont une personnalité forte, tous les quatre. Kenny a un vrai arc à lui après sa mort. Le face reveal à la fin, c'était vraiment quelque chose à l'époque. Bien sûr, maintenant c'est Mysterion, alors tout le monde s'en fout. Et en plus, pour couronner le tout, presque, bah, y a des chansons, c'est une comédie musicale. Ils sont trop forts en comédie musicale, Trey Parker et Matt Stone. Ils kiffent les comédies musicales. Franchement, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas South Park le film à cause des chansons, parce qu'il y en a, hein, j'ai vu ça dans des commentaires, je ne vous comprends pas. Parce que les chansons sont vraiment totalement dans l'esprit de South Park, elles sortent pas de nulle part. C'est vraiment les chansons du pur esprit de Trey Parker et Matt Stone. C'est raccord avec l'univers, c'est parfait. C'est tout simplement parfait. Et à ceux qui me diront « Ouais, mais ma suspension consentie d'incrédulité, elle aime pas trop quand un personnage se met à chanter d'un coup, ça a pas trop de sens dans mon cerveau. » Bah, je leur répondrai qu'ils regardent quand même un film où Saddam Hussein baise avec Satan, donc qui se calme un petit peu avant d'invoquer la suspension consentie d'incrédulité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'attends de vous énormément de commentaires vis-à-vis de toutes les petites remarques que je vous ai dit. L'espace commentaire, c'est quand même le meilleur endroit pour échanger avec vous et je suis curieux, hein, sincèrement, de savoir vos avis à vous sur les différents aspects que j'ai évoqués de la série. Et puis mon nouveau décor, le canapé, le fond, Boulux, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins, qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer, est-ce que ma chemise vous paraît belle? Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo doublage. Je travaille dessus depuis un certain temps et j'espère que ça sortira en mai. Normalement, ça devrait sortir en mai, donc restez dans le coin, ça devrait pas trop tarder. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut! I've been so lonely, girl, I've been so sad and down. Couldn't understand why haters joked around. I wanted to be free with other creatures like me, and now I got my wish. 'Cause I know that I'm a gay fish.